Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, elle a sauvé la vie de ce garçon il y a 29 ans et voici ce qui s'est passé. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. La nuit était tranquille à Stockholm, le silence n'était brisé que par le léger bourdonnement de la télévision dans l'appartement d'Anna Ringran-Lovin. Elle zappait distraitement les chaînes, cherchant quelque chose pour combler le vide d'une autre nuit solitaire, lorsque soudain ses mains se figèrent sur la télécommande. Les enfants sorciers d'Afrique, annonçait le titre du documentaire qui remplissait maintenant l'écran. Anna ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en voyant les premières images. Non, cela ne peut pas être réel, murmura-t-elle, incapable de détourner le regard. Le documentaire dévoilait une histoire d'horreur qu'Anna n'aurait jamais pu imaginer. Des enfants accusés de sorcellerie, torturés, abandonnés et même tués. Leurs petits visages tordus de douleur et de peur se gravaient dans son esprit. Lorsque le programme se termina, Anna resta assise dans le noir, tremblante. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues alors qu'elle tentait de comprendre ce qu'elle venait de voir. Comment cela peut-il se produire? Pourquoi personne ne fait rien, cria-t-elle dans l'appartement vide, sa voix résonnant sur les murs. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Anna resta éveillée, se retournant dans son lit, hantée par les visages de ses enfants innocents. Lorsque les premiers rayons de soleil pénétrèrent enfin à travers les rideaux, elle avait déjà pris une décision. Les yeux rouges et déterminés, Anna alluma son ordinateur et commença à rechercher frénétiquement. Les heures se transformèrent en jours, les jours en semaines. Elle plongea dans un monde de superstition, de pauvreté et de cruauté qui la laissait horrifiée et fascinée à la fois. « Je dois faire quelque chose », murmurait-elle à plusieurs reprises en défilant devant un autre article choquant. Son appartement se transforma bientôt en un chaos organisé de livres, de notes et de cartes. Anna mangeait à peine ou ne dormait que très peu, consumée par sa nouvelle obsession. Ses amis et sa famille commencèrent à s'inquiéter. « Anna, tu dois te reposer », implora sa sœur cadette, Maria, lors d'une visite surprise. « Tu ressembles à un fantôme. » Anna se tourna vers elle, ses yeux brillant d'une intensité fiévreuse. « Tu ne comprends pas, Maria. Pendant que nous parlons, des enfants souffrent. Des enfants meurent. Comment puis-je me reposer en sachant cela ?» Maria recula, effrayée par la véhémence dans la voix de sa sœur habituellement calme. « Que comptes-tu faire? Tu n'es qu'une seule personne. » Anna sourit, un sourire à la fois déterminé et légèrement inquiétant. « Une personne peut faire la différence, Maria. Une personne peut changer le monde. » Au cours des semaines suivantes, Anna commença à élaborer un plan. Elle étudia les organisations humanitaires, les lois internationales et l'entrelacement complexe des politiques et cultures africaines. Chaque nouvelle information ne faisait que renforcer sa résolution. Une nuit, tandis que la ville dormait dehors, Anna trouva enfin ce qu'elle cherchait. Un petit article sur une ONG danoise recherchant des volontaires pour travailler en Afrique. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle rédigeait un email de candidature. Lorsqu'elle cliqua sur « Envoyer », Anna eut l'impression d'avoir franchi un point de non-retour. Sa vie ancienne, confortable, prévisible, sûre, semblait disparaître devant ses yeux. « Est-ce que je fais la bonne chose ?» murmura-t-elle pour elle-même, un moment de doute traversant sa détermination. Comme pour répondre, son regard tomba sur une photo qu'elle avait imprimée des semaines auparavant. Le visage d'une petite fille nigériane, les yeux pleins de peur et de confusion, accusée d'être une sorcière à l'âge de 6 ans. Anna toucha doucement la photo, sa voix maintenant ferme et résolue. « J'arrive, promit-elle. Tenez bon. Je ne vous laisserai pas seul. » Le soleil se leva sur Stockholm, marquant le début d'un nouveau jour. Mais pour Anna Ringran-Lovin, c'était plus que cela. C'était l'aube d'une nouvelle vie, une nouvelle mission. Un voyage qui l'emmènerait dans des lieux qu'elle n'avait jamais imaginés, affrontant des défis qui mettraient à l'épreuve chaque fibre de son être. Tandis que la ville s'éveillait autour d'elle, Anna restait silencieuse dans son appartement, son cœur battant d'une mixture de peur et d'anticipation. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, rien ne serait plus comme avant. L'avion atterrit à Lagos avec une secousse qui fit serrer les accoudoirs à Anna Ringran-Lovin. Tandis que les autres passagers se pressaient pour débarquer, elle resta assise, son cœur battant fort contre ses côtes. C'était le moment. Il n'y avait plus de retour en arrière. « Ça va, madame ?» demanda une hôtesse de l'air, remarquant son hésitation.
Anna força un sourire. Oui, merci. Je prends juste un moment. Respirant profondément, elle se leva finalement et prit sa petite valise. Chaque pas vers la sortie de l'avion semblait l'éloigner de tout ce qu'elle connaissait et la rapprocher d'un avenir incertain. La chaleur la frappa comme un mur desquels mit le pied hors de l'avion. L'air était lourd, humide, chargé de senteurs inconnues. Anna cligna des yeux contre la lumière aveuglante du soleil, se sentant soudainement petite et vulnérable. Dans le hall de l'aéroport, elle fut engloutie par une foule bruyante et chaotique. Des voix fortes dans des langues inconnues résonnaient autour d'elle tandis qu'elle luttait pour trouver son chemin jusqu'à la zone de récupération des bagages. Et, vous là, une voix grave appela en anglais avec un fort accent. Anna se tourna pour voir un homme grand et mince lui faire signe. « Vous êtes Anna, n'est-ce pas ? De l'ONG danoise. » Elle acquiesça, soulagée de voir un visage amical. « Oui, c'est moi. »« Vous devez être. » Chidi, compléta Teil, lui tendant la main. « Je suis votre contact local. Bienvenue au Nigeria. » Tandis qu'il sortait de l'aéroport, Chidi parlait rapidement de la situation actuelle et des défis qu'Anna allait affronter. Elle essayait d'absorber toutes les informations, mais son esprit tourbillonnait avec la réalité de l'endroit où elle se trouvait et de ce qu'elle s'apprêtait à faire. La voiture de Chidi se faufilait à travers les rues encombrées de Lagos, les klaxons retentissant de tous côtés. Anna observait par la fenêtre, émerveillée par le contraste entre les gratte-ciel modernes et les bidonvilles improvisés, le luxe et la pauvreté coexistant côte à côte. « C'est différent de ce que j'imaginais », murmura-t-elle. Chidi rit. « Ah, ma chère amie, vous n'avez encore rien vu. Lagos n'est que le début. Attendez de voir les villages de l'intérieur. » Alors qu'ils laissaient la ville derrière eux, le paysage changea dramatiquement. Les routes pavées cédèrent la place à des chemins de terre, et la végétation devenait plus dense et sauvage. Après des heures de voyage, ils arrivèrent finalement dans un petit village. Des enfants couraient derrière la voiture, riant et faisant des signes. Anna sentit un nœud dans sa gorge. C'étaient des enfants comme ceux-ci qu'elle était venue protéger. « Préparez-vous, » dit Chidi, sa voix désormais sérieuse. « Ce que vous allez voir ici n'est pas facile. » Ils s'arrêtèrent devant une petite cabane. Une vieille femme les accueillit à la porte, ses yeux remplis de tristesse et de peur. « S'il vous plaît, » implora-t-elle dans son dialecte local, que Chidi traduisit pour Anna. « Vous devez aider ma petite fille. Ils disent qu'elle est une sorcière. Ils veulent la tuer. » Anna sentit son sang se glacer. C'était le moment pour lequel elle s'était préparée, mais rien ne pouvait la préparer complètement à la réalité cruelle qu'elle affrontait maintenant. À l'intérieur de la cabane, recroquevillée dans un coin sombre, se trouvait une petite fille qui ne pouvait pas avoir plus de 6 ans. Son corps maigre était couvert de cicatrices et d'échymoses, ses yeux vides de toute lumière enfantine. Anna s'agenouilla lentement, essayant de ne pas effrayer l'enfant. « Bonjour, dit-elle doucement. Quel est ton nom ?» La fille ne répondit pas, se recroquevillant encore plus. « Elle s'appelle Amina, » dit la grand-mère. « Elle ne parle plus depuis que tout a commencé. » « Depuis que quoi a commencé ?» demanda Anna, redoutant la réponse. « Les étraitements, » expliqua Chidi, sa voix pleine de dégoût. « Des coups, des brûlures, la faim, tout pour exorciser la sorcière en elle. » Anna ressentit une vague de colère et de nausée. Elle se tourna vers Chidi, ses yeux brillant d'une détermination féroce. « Nous devons la sortir d'ici. Maintenant. » Mais ce ne serait pas si simple. Alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, des cris commencèrent à résonner à l'extérieur. Une foule se formait, menée par un homme à l'apparence sauvage brandissant une machette. « Livrez-nous la sorcière » criait-il. « Elle doit mourir pour que notre village puisse prospérer. » Anna se plaça protectrice devant Amina, son cœur battant la chamade. C'était le moment de vérité. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, tout ce qu'elle avait sacrifié, la menait à ce moment. « Non » cria-t-elle en retour, sa voix tremblant mais ferme. « Cet enfant est innocent. Je ne permettrai pas que vous lui fassiez plus de mal. » La foule hésita, surprise par l'audace de cette étrangère. Chidi profita du moment de confusion pour négocier, sa voix calme mais autoritaire résonnant dans le village. Les heures suivantes furent un brouillard de négociations tendues, de menaces voilées et de promesses désespérées. Anna respirait à peine, consciente que la vie d'Amina, et peut-être la sienne, dépendait du résultat. Enfin, lorsque le soleil commençait à se coucher, un accord fut conclu.
Amina pouvait partir avec eux, mais Anna devait promettre de ne jamais revenir dans le village. Alors qu'ils s'éloignaient dans l'obscurité croissante, Amina serrée dans ses bras, Anna regarda en arrière une dernière fois. La réalité de sa mission la frappa enfin avec toute sa force. Cela ne serait pas facile. Cela ne serait pas sûr. Mais c'était nécessaire. Bienvenue dans votre nouvelle maison, le Nigeria, se murmura-t-elle à elle-même, tandis que la voiture accélérait dans la nuit, les emmenant vers un avenir incertain, mais plein d'espoir. Le soleil brûlant du Nigeria accablait Anna tandis qu'elle marchait dans les rues poussiéreuses du YO, capitale de l'état d'Akwa Ibom. Cela faisait des mois qu'elle était arrivée dans le pays, et chaque jour apportait de nouveaux défis et horreurs. Aujourd'hui, elle se rendait à une réunion avec des chefs locaux, espérant une fois de plus les convaincre de l'urgence de combattre les accusations de sorcellerie contre les enfants. En tournant à un coin de rue, Anna heurta un homme grand et bien habillé. Des papiers volèrent dans tous les sens, se mélangeant à la poussière rouge de la route. « Pardon » s'exclama Anna, se baissant pour aider à ramasser les documents. « Non, c'est ma faute » répondit l'homme en anglais parfait. « J'étais distrait, attendez, vous êtes Anna Ringrand-Lovin. » Anna leva les yeux, surprise. « Oui, c'est moi. »« Comment le savez-vous » L'homme sourit, tendant la main. « David lui-même. Je suis votre travail. En fait, je me rendais pour essayer de prendre rendez-vous avec vous. » À ce moment-là, quelque chose changea dans l'air. Anna sentit une connexion instantanée, comme si l'univers avait orchestré cette rencontre. David lui-même, l'avocat qui lutte contre les lois de sorcellerie. Le sourire de David s'élargit. Lui-même. Et vous êtes la Danoise qui a bouleversé notre ville. Ils décidèrent de poursuivre la conversation dans un café à proximité. Les heures filèrent tandis qu'ils discutaient de stratégie, partageaient des histoires et découvraient une passion commune pour la justice. « Anna, » dit David, se penchant en avant avec une intensité dans les yeux, « j'ai un rêve. Un endroit où ces enfants peuvent être en sécurité, où ils peuvent redevenir des enfants. » « Un refuge, » murmura Anna, son cœur battant à toute vitesse avec les possibilités. « Plus que cela, » continua David. « Un foyer. Un lieu d'espoir. » Leurs regards se croisèrent, une étincelle de compréhension passant entre eux. À ce moment-là, la terre de l'espoir était née. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Anna et David travaillaient sans relâche, affrontant la bureaucratie, les menaces et le scepticisme de nombreux détracteurs qui jugeaient leur rêve impossible. Un soir, épuisés après une nouvelle journée de lutte, ils étaient assis sur ce qui serait le futur terrain de la Land of Hope. Le lieu était encore vide, juste un champ poussiéreux sous les étoiles africaines. « Parfois, je me demande si nous sommes fous » murmura Anna, sa voix trahissant la fatigue et le doute qui la consumaient. David lui prit la main, son toucher envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Peut-être que nous le sommes, » répondit-il avec un sourire. « Mais c'est une folie nécessaire. » Ce soir-là, leur relation changea. Un baiser sous les étoiles scella non seulement leur amour, mais aussi leur engagement partagé pour la cause. Le travail continua, désormais alimenté non seulement par la passion pour la justice, mais aussi par l'amour qui grandissait entre eux. La Land of Hope commença à prendre forme, brique par brique, enfant par enfant. Le premier sauvetage fut le plus difficile. Une fille de 8 ans, accusée d'avoir causé la mort de son jeune frère. Quand Anna et David arrivèrent au village, ils la trouvèrent attachée à un arbre, affamée et battue. « Vous ne pouvez pas l'emporter » cria le chef du village. « Elle vous apportera la malédiction. » Anna fit un pas en avant, sa voix tremblant de rage contenue. « La seule malédiction ici est l'ignorance qui permet à des enfants innocents de souffrir. » David posa une main sur son épaule, sa présence la calmant. Il s'adressa à la foule dans leur dialecte local, sa voix calme mais ferme. « Nous comprenons vos peurs, dit-il. Mais je vous demande, quelle sorcellerie est la plus puissante ? Celle que cet enfant est supposé posséder, ou l'amour et la compassion qui peuvent guérir une communauté ? » Ces paroles semblèrent toucher quelque chose dans la foule. Lentement, à contre-séhur, ils permirent à Anna et David de prendre la fille. De retour à la voiture, avec l'enfant tremblant dans ses bras, Anna regarda David avec des larmes dans les yeux. « Comment pouvons-nous continuer à faire cela ? Comment pouvons-nous supporter de voir tant de souffrance ?» David démarra la voiture, son expression déterminée. « Nous supportons parce que nous devons supporter. Parce que si ce n'est pas nous, qui le fera ?» Au fur et à mesure que d'autres enfants furent sauvés,
la Land of Hope grandit. Ce qui avait commencé comme un petit refuge devint bientôt un complexe avec des dortoirs, des salles de classe et même une petite clinique. Mais avec la croissance vinrent de nouveaux défis. Les menaces de mort devinrent courantes. Une nuit, ils se réveillèrent au son de vitres brisées, quelqu'un avait jeté des pierres aux fenêtres, avec des messages de haine attachés à elles. Anna et David se tinrent enlacés dans l'obscurité, la peur palpable entre eux. « Peut-être devrions-nous abandonner » murmura Anna, la fatigue évidente dans sa voix. David la serra plus fort. « Nous ne pouvons pas regarder ces enfants, Anna. Regarde l'espoir dans leurs yeux. Nous ne pouvons pas les abandonner maintenant. » Ce fut cette nuit-là, au milieu de la peur et de l'incertitude, qu'ils décidèrent de se marier. Il n'y avait pas de temps pour une grande cérémonie, ils échangèrent leurs vœux la même, à la Land of Hope, avec les enfants qu'ils avaient sauvés comme témoins. Quelques mois plus tard, lorsqu'Anna découvrit qu'elle était enceinte, la peur initiale fit rapidement place à la joie. David Jr. naquit en 2014, apportant une nouvelle dimension à leur travail. « Il est la preuve vivante de ce pourquoi nous nous battons », dit David en tenant son nouveau-né. Un avenir où tous les enfants sont aimés et protégés. Anna regarda sa famille, son mari, son fils, et les dizaines d'enfants qu'ils avaient sauvés. La Land of Hope n'était pas seulement un lieu physique, réalisa-t-elle. C'était un témoignage du pouvoir de l'amour et de la détermination humaine. Nous avons un long chemin à parcourir, dit-elle, sa voix pleine de détermination renouvelée. Mais ensemble, nous pouvons faire la différence. La nuit tombait sur la Land of Hope, le silence brisé seulement par les doux sons des enfants endormis. Anna était dans son bureau, révisant des rapports, lorsque le téléphone sonna. Le numéro était inconnu. « Allô » répondit-elle, hésitante. Une voix tremblante chuchota à l'autre bout. « S'il vous plaît, aidez. Ils vont le tuer à l'aube. » Le cœur d'Anna s'emballa. « Qui va tuer qui ? Où êtes-vous ? » « Un enfant, un garçon. Ils disent qu'il est un sorcier. S'il vous plaît, venez vite. » Village d'Oron, à l'est du YO. La ligne coupa. Anna resta paralysée un moment, puis se mit en action. Elle courut vers la chambre où David dormait. « David, réveille-toi. Nous avons une urgence. » En quelques minutes, ils étaient dans la voiture, filant sur la route sombre. Le silence entre eux était lourd, chargé d'appréhension. « Et si nous arrivons trop tard » murmura Anna, ses yeux fixés sur l'obscurité devant eux. David serra le volant. « Nous n'arriverons pas trop tard. Nous ne pouvons pas. » Après ce qui sembla une éternité, ils arrivèrent au village. Les rues étaient désertes, un silence sinistre planait dans l'air. Soudain, un cri perça la nuit. Anna et David coururent dans la direction du son, leur cœur battant à tout rompre. Au centre du village, une foule s'était rassemblée. Au milieu, attaché à un poteau, se trouvait un petit garçon frêle. Son corps était couvert de blessures et de saleté, ses yeux vides d'espoir. « Arrêtez » cria Anna, se frayant un chemin à travers la foule. « Qu'est-ce que vous faites ?» Un homme grand se tourna vers elle, ses yeux brillants de fureur. « Cet enfant est un sorcier. Il a apporté le malheur à notre village. Il doit mourir. » David se plaça entre Anna et l'homme. « Il n'y a aucune preuve de cela. Il est juste un enfant innocent. » La foule murmura, certains brandissant des machettes de manière menaçante. Anna sentit la peur monter en elle, mais se força à rester calme. « Regardez-le » supplia-t-elle, pointant le garçon. « Regardez vraiment. Ce n'est pas un sorcier. C'est un enfant effrayé et blessé. Comment pouvez-vous faire cela ?» Pendant un moment, personne ne bougea. Puis, une vieille femme fit un pas en avant. « Je l'ai vu, dit-elle, sa voix tremblante. Je l'ai vu voler la nuit. C'est un sorcier. » Anna prit une profonde inspiration. Ce que vous avez vu était un rêve, une illusion causée par la peur. Ce n'est pas réel. Mais nos récoltes ont échoué, cria un autre homme. Nos vaches meurent. Ce doit être de la sorcellerie. David parla, sa voix calme mais ferme. Ces choses arrivent. La sécheresse, les maladies, ce n'est pas la faute d'un enfant. Croyez-vous vraiment que ce petit garçon a le pouvoir de causer tout cela ? La foule commença à s'agiter, incertaine. Anna profita du moment de doute pour s'approcher du garçon. Il se recroquevilla lorsqu'elle toucha ses liens. « Tout va bien » murmura-t-elle.
Nous sommes venus pour aider. Comment t'appelles-tu? Le garçon la regarda, ses yeux remplis de peur et de confusion. Hope, murmura-t-il en retour. Anna sentit des larmes monter à ses yeux. Hope, espoir. Quel nom approprié pour un enfant qui avait tout perdu. Lentement, prudemment, elle commença à défaire les cordes. La foule observait dans un silence tendu. Soudain, un cri déchira l'air. Non. Vous ne pouvez pas l'emporter. Un homme avança, une hache levée. David se déplaça rapidement, bloquant le coup avec son propre corps. Il tomba, du sang tachant sa chemise. David, cria Anna, son cœur s'arrêtant un moment. Le chaos éclata. Certains villageois coururent pour aider David, d'autres tentèrent d'atteindre Hope. Anna attrapa le garçon, le protégeant de son corps. Arrêtez. La voix du chef du village tonna au-dessus du tumulte. Ça suffit. Lentement, la foule se calma. Le chef regarda Anna, Hope tremblant dans ses bras, et David saignant au sol. Emmenez l'enfant, dit-il enfin. Mais si quelque chose d'autre arrive dans notre village, nous reviendrons le chercher. Anna n'attendit pas une seconde invitation. Avec Hope dans ses bras et quelques villageois aidant David, ils coururent vers la voiture. Le chemin de retour à la Land of Hope fut tendu et silencieux. Hope dormait, épuisée, tandis qu'Anna pressait un chiffon contre la blessure de David. Tout ira bien, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Dans les jours qui suivirent, Hope commença lentement à se rétablir. Son corps était dénutri et couvert de blessures, mais son esprit, bien que blessé, n'était pas brisé. Anna passait des heures avec lui, gagnant sa confiance, l'aidant à se sentir à nouveau en sécurité. Lentement, l'histoire de Hope émergea, orphelin à 2 ans, abandonné par son village, vivant dans les rues jusqu'à être accusé de sorcellerie. Tu es en sécurité maintenant, lui promit Anna une nuit, alors qu'elle le mettait au lit. Personne ne te fera plus de mal. Hope la regarda, un petit sourire apparaissant pour la première fois sur son visage. Promets? Anna sentit son cœur se serrer. Je promets. Alors qu'elle observait Hope dormir, Anna réfléchit à tout ce qu'ils avaient traversé. Le sauvetage de Hope n'était pas le premier, et ne serait pas le dernier. Chaque enfant qui arrivait à la Land of Hope apportait avec lui une histoire d'horreur, mais aussi une chance de guérison et d'espoir. David la rejoignit, son bras encore bandé. À quoi penses-tu? Demanda-t-il doucement. Anna regarda son mari, ses yeux brillants d'une détermination renouvelée. Je pense que nous devons faire plus. Ce n'est pas suffisant de simplement sauver ces enfants. Nous devons changer les mentalités et les cœurs des gens. David acquiesça, comprenant. Un sauvetage à la fois, une mentalité à la fois. Alors qu'ils quittaient silencieusement la chambre de Hope, Anna savait que leur lutte était loin d'être terminée. Mais en regardant en arrière, vers l'enfant dormant paisiblement, elle savait aussi que chaque bataille, chaque cicatrice, en valait la peine. Hope était plus qu'un simple nom maintenant. C'était une promesse d'un avenir meilleur pour tous les enfants du Nigeria. Le soleil brûlant du Nigeria accablait Anna alors qu'elle marchait dans les rues poussiéreuses du YO. Cela faisait 3 ans qu'elle et David avaient fondé Land of Hope, et chaque jour apportait de nouveaux défis et de petites victoires. Sorcière blanche, cria une voix derrière elle. Anna se retourna pour voir un groupe d'hommes la regardant avec hostilité. Elle respira profondément, essayant de rester calme. Je ne suis pas une sorcière, répondit-elle fermement. Je suis ici pour aider. L'un des hommes cracha par terre. Vous, les étrangers, vous venez ici, essayant de changer nos coutumes. Vous ne comprenez rien. Anna sentit la vague familière de frustration monter dans sa gorge, mais elle se força à rester calme. Je comprends que vous ayez peur. Mais faire du mal à des enfants innocents n'est pas la réponse. Avant que la situation ne dégénère, David apparut à ses côtés, posant une main protectrice sur son épaule. Allons-y, Anna, murmura-t-il. Nous avons une réunion à laquelle nous devons aller. En s'éloignant, Anna ressentit le poids de son travail plus que jamais. Parfois, j'ai l'impression de vivre dans 2 mondes, confia-t-elle à David. Un de l'espoir et du progrès, l'autre de l'obscurité et de la superstition. David serra sa main. C'est ainsi que le changement se produit. Lentement, douloureusement, mais il se produit. À la mairie locale, Anna et David se préparaient pour une autre bataille. Ils luttaient pour faire adopter une loi qui rendrait illégal d'accuser les enfants de sorcellerie.
La salle était bondée, la tension palpable dans l'air. « Mesdames et messieurs », commença Anna, sa voix tremblant légèrement. « Nous sommes ici aujourd'hui pour protéger l'avenir de nos enfants. » Un homme au premier rang se leva brusquement. « Et qui va nous protéger des sorcières ? Vous ne comprenez pas le danger que nous courons. » La salle explosa en cris et en accusations. Anna sentit le désespoir grandir en elle. Comment pouvait-il être si aveugle ? David fit un pas en avant, sa voix calme coupant à travers le chaos. « Je comprends vos peurs. Je suis né et j'ai grandi ici, je connais nos traditions. Mais je sais aussi que l'avenir de notre nation dépend de nos enfants. Chaque enfant que nous accusons, que nous blessons, est un avenir que nous détruisons. » Ces paroles semblèrent toucher quelque chose dans la foule. Lentement, le tumulte diminua. Une vieille femme se leva, les larmes aux yeux. « Ma petite fille, ils l'ont emmenée. Ils ont dit qu'elle était une sorcière. Je ne l'ai jamais revue. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Anna sentit une étincelle d'espoir. Peut-être, enfin, faisait-il des progrès. Mais la lutte était loin d'être terminée. Dans les mois qui suivirent, Anna et David affrontèrent des menaces constantes. Une nuit, ils se réveillèrent au son de vitres brisées, quelqu'un avait jeté des pierres aux fenêtres de Land of Hope. « Peut-être devrions nous abandonner » murmura Anna, la peur évidente dans sa voix. David la serra fort dans ses bras. « Nous ne pouvons pas regarder ces enfants, Anna. Regarde l'espoir dans leurs yeux. Nous ne pouvons pas les abandonner maintenant. » La corruption était un autre obstacle constant. Un jour, un fonctionnaire du gouvernement local apparut à Land of Hope. « J'ai entendu dire que vous avez un problème avec les autorités locales, » dit-il avec un sourire huileux. « Peut-être que je peux aider. » « Pour un prix, bien sûr. » Anna sentit la colère bouillir en elle. « Nous ne soudoyons personne, » répondit-elle fermement. « Notre travail est légal et nécessaire. » Le fonctionnaire rit. « Rien ne se passe dans ce pays sans un peu de motivation. Vous l'apprendrez éventuellement. » Après son départ, David trouva Anna en train de pleurer dans son bureau. « Comment pouvons-nous lutter contre ça » sanglota-t-elle. « La corruption est partout. » David s'agenouilla à côté d'elle, prenant ses mains. « Un pas à la fois, mon amour. Nous ne pouvons pas tout changer d'un coup, mais nous pouvons faire notre part. » Malgré les défis, il y avait aussi des moments de triomphe. Chaque enfant sauvé, chaque sourire retrouvé, était une victoire. Anna n'oublierait jamais le jour où Hope, le garçon qu'ils avaient sauvé des mois auparavant, rit pour la première fois. « Regarde » appela-t-elle David, ému. Il rit. En regardant Hope jouer avec les autres enfants, son visage illuminé de joie, Anna ressentit une vague de détermination renouvelée. C'était pour cela qu'il luttait. Land of Hope continua de croître. Ce qui avait commencé comme un petit refuge était maintenant un complexe avec des dortoirs, des salles de classe et même une petite clinique. Chaque nouveau bâtiment, chaque nouvel enfant sauvé, était un témoignage de la persévérance d'Anna et David. Un jour, alors qu'ils se promenaient sur le terrain, David s'arrêta soudainement. « Anna, dit-il, sa voix sérieuse. As-tu des regrets ? D'être venue ici, d'avoir commencé tout cela. » Anna regarda autour d'elle, vers les enfants qui jouaient, vers les bâtiments qu'ils avaient construits, vers l'homme qu'elle aimait. Puis, elle sourit, une larme coulant sur sa joue. « Pas une seconde, répondit-elle. C'est difficile, parfois ça semble impossible. Mais regarde ce que nous avons créé, David. Regarde toutes ces vies que nous avons changées. » David la prit dans ses bras. « Nous sommes fous, tu sais, » rit-il doucement. Anna rit en retour. « Oui, nous le sommes. Mais c'est une folie nécessaire. » Le soleil venait à peine de se lever quand Anna et David partirent pour une nouvelle mission. Cette fois, leur destination était un village reculé dans l'intérieur d'Aqua-Ibom, où des rumeurs d'une épidémie de sorcellerie étaient parvenues à leurs oreilles. « Es-tu sûr de cela » demanda David, ses yeux fixés sur la route de terre devant eux. « Ce village est réputé pour être particulièrement résistant aux étrangers. » Anna hocha la tête, son visage un masque de détermination. « Nous devons y aller. Si les rumeurs sont vraies, des dizaines d'enfants pourraient être en danger. » À leur arrivée au village, ils furent accueillis par des regards méfiants et des murmures hostiles. Le chef du village, un homme grand avec des cicatrices rituelles sur le visage, les rencontra sur la place centrale. « Que voulez-vous ici » demanda-t-il,
sa voix rugueuse comme la pierre. Anna fit un pas en avant, forçant un sourire. Nous sommes venus offrir notre aide. Nous avons entendu dire que votre village fait face à des difficultés. Le chef rit amèrement. Des difficultés? Nos récoltes meurent. Nos enfants tombent malades. Et vous pensez pouvoir aider? Nous le croyons, répondit calmement David. Mais d'abord, nous devons comprendre ce qui se passe. Dans les heures qui suivirent, Anna et David écoutèrent des histoires qui leur glacèrent le sang. Des enfants accusés de causer des maladies, des décès mystérieux attribués à des esprits malins, des familles entières ostracisées pour des soupçons de sorcellerie. Une femme s'approcha d'eux, les larmes aux yeux. « Ma fille, murmura-t-elle. Ils l'ont emmenée. Ils disent qu'elle est une sorcière. S'il vous plaît, aidez-la. » Anna sentit son cœur se serrer. Où est-elle maintenant? La femme pointa une cabane isolée aux abords du village. Là. Ils la gardent enfermée, sans nourriture ni eau. Ils disent que c'est pour la purifier au point. Anna et David échangèrent un regard. Ils savaient qu'ils devaient agir vite, mais aussi qu'un faux pas pouvait enflammer tout le village contre eux. Nous devons les éduquer, dit Anna. L'éducation est notre arme la plus puissante contre la superstition. David hocha la tête. Mais comment faire quand ils nous font à peine confiance pour rester dans le village? C'est alors qu'Anna eut une idée. Elle se tourna vers le chef du village. Monsieur, puis-je vous poser une question? Quand a-t-il plu ici pour la dernière fois? Le chef fronça les sourcils. Il y a des mois. C'est pourquoi nos récoltes meurent. Anna sourit. Et si je pouvais vous montrer comment faire pleuvoir? Un murmure parcourut la foule. Le chef la regarda avec scepticisme. Vous? Une femme blanche? Comment? La science, répondit simplement Anna. Pas la magie, pas la sorcellerie. Juste la connaissance. Dans les heures suivantes, Anna et David travaillèrent avec les enfants du village pour construire un simple collecteur de brouillard, utilisant des matériaux qu'ils avaient apportés avec eux. Ils expliquèrent chaque étape, montrant comment la science, et non la magie, était à l'origine du processus. Quand la première goutte d'eau tomba du collecteur, un silence stupéfait tomba sur le village. Voyez, dit Anna, sa voix chargée d'émotion. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est de la connaissance. Et la connaissance est quelque chose que tout le monde peut avoir, quelque chose qui peut aider tout le monde. Le chef du village s'approcha lentement, touchant le collecteur avec révérence. Comment est-ce possible? David saisit l'occasion. De la même manière qu'il est possible que les maladies se propagent sans l'aide des sorcières. De la même manière qu'il est possible que les récoltes échouent à cause du climat, et non des malédictions. Lentement, prudemment, ils commencèrent à expliquer. Ils parlèrent des germes et de l'hygiène, des modèles climatiques et des techniques agricoles. Et, surtout, ils parlèrent de la façon dont la peur et l'ignorance peuvent conduire les gens à chercher des boucs émissaires, souvent, les enfants les plus vulnérables. À mesure que la journée avançait, Anna pouvait voir le changement dans les yeux des gens. La peur et la méfiance commençaient à laisser place à la curiosité et enfin à la compréhension. Lorsque la nuit tomba, le chef du village fit une annonce surprenante. À partir d'aujourd'hui, déclara-t-il, il n'y aura plus d'accusation de sorcellerie dans notre village. Nous chercherons le savoir, pas la peur. Anna et David pouvaient à peine croire ce qu'ils entendaient. C'était plus qu'ils n'osaient espérer. Mais leur joie fut de courte durée. Un cri aigu perça la nuit, venant de la cabane où la fille sorcière était emprisonnée. Sans hésiter, Anna et David coururent vers la cabane, suivis par le chef et plusieurs villageois. À l'intérieur, ils trouvèrent la fillette allongée sur le sol, pâle et immobile. « Elle a besoin d'un médecin », cria Anna en levant l'enfant dans ses bras. Dans les heures tendues qui suivirent, Anna et David travaillèrent frénétiquement pour sauver la vie de la fillette. Ils utilisèrent toutes leurs connaissances médicales, expliquant chaque procédure aux villageois qui observaient en silence. Enfin, à l'aube, la fillette ouvrit les yeux. « Vous voyez, dit Anna, épuisée mais triomphante. Ce n'est pas la magie qui l'a sauvée. C'est le savoir et les soins. » Le chef du village se mit à genoux à côté de la fillette, les larmes aux yeux. « Pardonnez-nous, murmura-t-il. Nous ne savions pas. » Ce jour-là, quelque chose changea dans le village. Les gens commencèrent à poser des questions, à chercher des réponses. Anna et David passèrent les semaines suivantes là-bas, enseignant,
expliquant, démystifiant. Quand ils partirent enfin, ils emportèrent avec eux non seulement la fillette sauvée, mais aussi la promesse du village de diffuser ce qu'ils avaient appris. L'éducation est notre arme la plus puissante, répéta Anna à David alors qu'ils retournaient à Land of Hope. Chaque esprit que nous ouvrons est une vie que nous sauvons. David sourit, prenant sa main. Et chaque vie que nous sauvons est une lumière dans l'obscurité de la superstition. Le ciel s'obscurcissait au-dessus de Land of Hope, de lourds nuages de pluie s'accumulant à l'horizon. Anna était dans son bureau, révisant les derniers rapports quand elle entendit une agitation dehors. Courant à la fenêtre, elle vit un groupe d'hommes s'approcher des portes. « David » cria-t-elle, la peur lui serrant la poitrine. « Nous avons des ennuis. » David arriva en quelques secondes, le visage tendu. « Reste ici, dit-il. Je vais voir ce qui se passe. » Anna regarda, le cœur battant, alors que David s'approchait du groupe. À sa surprise, il ne semblait pas hostile. En fait, l'un d'eux, un homme grand vêtu d'un manteau traditionnel, semblait implorer David. Quelques minutes plus tard, David revint, son visage mêlant choc et espoir. « Anna, tu ne vas pas croire ça. C'est le chef Ekong. » Anna halta. Le chef Ekong était connu pour être l'un des plus fervents défenseurs des accusations de sorcellerie contre les enfants. Sa communauté était l'une de celles qui résistaient le plus au travail de Land of Hope. « Que veut-il » demanda Anna, prudente. David prit une profonde inspiration. « Il a besoin de notre aide. Sa petite fille, elle a été accusée de sorcellerie. » Anna eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. C'était incroyable. Un retournement de situation qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Ensemble, ils sortirent pour rencontrer le chef Ekong. L'homme imposant qu'Anna se souvenait des confrontations précédentes semblait avoir rétréci. Ses yeux étaient rouges et gonflés, sa posture courbée sous le poids de l'inquiétude. « S'il vous plaît » implora-t-il dès qu'il les vit. « Je sais que je ne mérite pas votre aide. Mais ma petite Adana, elle n'est qu'une enfant. Elle n'est pas une sorcière. Je le sais maintenant. » Anna et David échangèrent un regard. Était-ce un piège? Ou bien était-ce l'opportunité qu'ils attendaient depuis des années? « Racontez-nous ce qui s'est passé » dit Anna doucement, guidant le chef à l'intérieur. L'histoire qui suivit était douloureusement familière. Une série de mauvaises récoltes, des maladies inexplicables, et la communauté cherchant un bouc émissaire. Adana, avec ses rêves vifs et sa nature sensible, était devenue la cible parfaite. « Je n'y ai pas cru au début, dit le chef, les larmes coulant sur son visage ridé. Mais alors ils ont commencé à la blesser. Et je n'ai rien fait pour les arrêter. » Anna ressentit un mélange de colère et de compassion. Où est-elle maintenant? Cachée. Ma femme l'a emmenée dans la forêt. Mais les autres la cherchent. S'ils la trouvent. Sa voix s'éteignit. David se leva, la détermination dans les yeux. Nous allons la chercher. Maintenant. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'actions frénétiques. Anna et David, accompagnés du chef Ekong et d'une petite équipe de Land of Hope, partirent pour la forêt. La pluie commença à tomber, transformant le terrain en un bourbier traître. Après ce qui sembla une éternité, ils entendirent un faible cri. « Là-bas » cria le chef, pointant vers un buisson dense. Ils trouvèrent Adana et sa grand-mère cachés dans une petite caverne, tremblant de froid et de peur. La fillette, pas plus de 8 ans, les regarda avec des yeux écarquillés de terreur. « Tout va bien » murmura Anna en tendant lentement la main. « Nous sommes venus pour aider. » Le retour au village fut tendu. Une foule s'était rassemblée, murmurant menaçante. Anna pouvait sentir la peur émanant d'Adana en vagues palpables. C'est alors que le chef Ekong fit quelque chose que personne n'attendait. Il se plaça devant la foule, levant les mains. « Mon peuple » tonna sa voix. « J'ai commis une terrible erreur. Nous avons commis une terrible erreur. Ces enfants, ils ne sont pas des sorcières. Ce sont nos enfants. Notre avenir. » Un silence stupéfait tomba sur la foule. Le chef continua, sa voix tremblante d'émotion. « J'ai vu la vérité. J'ai vu ce que notre peur et notre ignorance ont fait. Et je vous dis maintenant, cela doit cesser. » Lentement, hésitant, les gens commencèrent à s'approcher. Certains pleuraient, d'autres étaient encore confus. Mais la haine et la peur commencèrent à laisser place à la compréhension. Dans les jours qui suivirent,
Anna et David travaillèrent sans relâche avec la communauté. Ils organisèrent des ateliers, répondirent aux questions, montrèrent des preuves scientifiques. Et, surtout, ils écoutèrent. Ils écoutèrent les peurs, les préoccupations, les histoires de générations de superstitions. Le changement ne se produisit pas du jour au lendemain. Il y eut de la résistance, des doutes, des rechutes. Mais avec le chef Ekong désormais comme leur plus fervent allié, les portes qui étaient auparavant fermées commencèrent à s'ouvrir. Les semaines se transformèrent en mois. La nouvelle se répandit. D'autres communautés, inspirées par le changement dramatique dans le village du chef Ekong, commencèrent à chercher l'aide de Land of Hope. 1 an plus tard, Anna était de nouveau dans son bureau, regardant par la fenêtre. Dehors, des enfants jouaient librement, leur rire résonnant dans l'air. Parmi eux se trouvait Adana, son sourire brillant comme le soleil. David entra, posant les bras autour d'Anna. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Anna sourit, des larmes de joie dans les yeux. « Je pense à comment un seul changement peut faire toute la différence. Comment le courage d'un homme d'admettre son erreur peut transformer toute une communauté. » David acquiesça. « C'est incroyable, n'est-ce pas ? Après toutes ces années de lutte. Nous avons encore un long chemin à parcourir, dit Anna. Mais maintenant nous avons un véritable espoir. » Alors que le soleil se couchait sur Land of Hope, Anna savait que ce retournement de situation n'était que le début. Il y aurait d'autres défis, d'autres batailles à mener. Mais avec chaque esprit ouvert, avec chaque enfant sauvé, ils étaient un pas de plus vers un avenir où tous les enfants pourraient vivre sans peur et sans superstition. Le voyage d'Anna et David, qui avait commencé avec un documentaire choquant et un rêve audacieux, s'était transformé en un mouvement. Un mouvement d'espoir, de changement, d'amour. Et tandis qu'ils regardaient vers l'avenir, ils savaient que, ensemble, ils pouvaient continuer à accomplir l'impossible. Parce qu'au final, la plus grande magie de toutes n'était pas la sorcellerie qu'ils craignaient, mais le pouvoir du savoir, de la compassion et du courage de faire ce qui est juste. Et cette magie, ils l'avaient découvert, pouvait réellement changer le monde.